Bonjour à toutes et à tous. J'ai le plaisir de vous accueillir pour cette nouvelle édition de Dialogue littéraire. En ce mois de novembre, c'est la Galerie Regard qui nous accueille. La Galerie Regard qui expose les œuvres de Michael Chausse-Pied, artiste peintre et graveur. L'exposition de Michael Chausse-Pied est très justement intitulée Lumière. Et en effet, dans ses œuvres, perce la lumière en plein jour. Dans cette émission, nous aurons le plaisir de retrouver Sylvain Tesson au micro de Laurence, puis Jean-Michel Le Boulanger à celui de Charles. Enfin, Anaïk nous présentera une sélection de conseils de lecture en littérature policière. Vous connaissez peut-être Sylvain Tesson. Il s'agit d'un aventurier insatiable et d'un marcheur infatigable. C'est aussi un écrivain de grand talent, multiprimé, et que nous défendons depuis très longtemps. Nous le retrouvons maintenant aux côtés de Laurence. Sylvain Tesson, bonjour et bienvenue à la librairie Dialogue. Alors vous venez aujourd'hui nous présenter Sur les chemins noirs, un très beau récit paru aux éditions Gallimard dans lequel vous nous contez votre traversée de la France à pied. C'est donc un journal de marche écrit a posteriori que vous nous offrez, un récit qui est autant celui d'une reconquête de soi qu'un regard porté sur une France invisible. Alors avant tout, est-ce que vous pourriez nous dire quelques mots de la genèse de ce périple à travers la France, un périple né d'une chute, pourrait-on dire? Oui, c'est vrai que d'habitude la chute vient conclure un récit, mais moi le récit a commencé par une chute, au sens propre et figuré d'ailleurs. Le sens propre, c'est que je suis tombé d'un toit, j'ai eu un gros accident, et au cours des mois que j'ai passé à l'hôpital, je me suis fait le serment, si jamais je réussissais à marcher à nouveau et à reconquérir toutes mes forces, je me jurais de faire la traversée de la France à pied. J'ai marché une longue diagonale, plus de, je ne sais pas combien, peut-être 1500, 2000 km en France en 3 mois. Alors oui, cette marche à travers la France, vous l'avez donc réalisée du 24 août au 8 novembre 2015, du sud-est au nord-est. Comment est-ce qu'il s'est imposé cet itinéraire? Je me suis inspiré d'un rapport gouvernemental qui s'appelait le rapport sur l'hyper-ruralité, qui avait été commandité par le gouvernement et qui identifiait une quarantaine de zones sur le territoire français, de zones hyper-rurales. Alors évidemment, le rapport partait d'une bonne intention qui était d'essayer de rapprocher les gens qui vivent dans ces bassins hyper-ruraux des équipements, des infrastructures médicales. Tout ça est très bien, évidemment, c'est pour améliorer les conditions de vie des gens. Mais ça cache aussi une arrière-pensée, qui est l'arrière-pensée de l'aménagement du territoire, laquelle vise à mieux contrôler toutes les zones d'un pays pour que l'État central, en fait, y imprime sa marque. Moi, je me suis appuyé sur ce rapport et j'ai décidé de circuler dans ces zones hyper-rurales pour faire cette marche, afin non seulement de revenir à moi-même par les grâces et les vertus de la marche, mais également pour découvrir l'hyper-ruralité, le pays perdu et inconnu. Alors, vous l'écrivez, c'est peut-être votre voyage le mieux organisé puisque vous avez des cartes très précises donc fournies par les rapports d'études de l'État et un objectif clair, marcher sur les chemins noirs. Alors, ces chemins noirs qui ont une définition graphique et géographique, que sont-ils et qui trouve-t-on? La définition graphique, c'est celle que vous pouvez comprendre en ouvrant une carte de l'Institut géographique national, les cartes de l'IGN au 25 millième. Ce sont les tout petits serpentins noirs que vous voyez dessinés sur la carte. Et la définition géographique du chemin noir, c'est que cette représentation sur la carte correspond aux sentiers les plus petits, les plus invisibles, les moins tangibles. Ça peut être une toute petite sente ouverte dans les broussailles, dans une forêt. Or moi, j'avais besoin de me dissimuler. Je voulais vivre dans ce silence pour ma rééducation. Car le but aujourd'hui d'une société organisée selon les canons modernes dans les grandes villes, c'est de faire de vous un citoyen soumis à la loi technique et à la loi marchande. Un client quoi, dans un supermarché. Eh bien pour échapper à cette mise en demeure de l'existence d'être une existence de client soumis, de consommateur soumis, reste le chemin noir. Alors symboliquement, ça veut dire que vous vivez dans l'enchantement des livres, dans la poésie, dans le souvenir, entouré par le souvenir de vos morts, dans une forme de solitude, dans le contact permanent avec la nature, sans souscrire toujours à cette espèce d'obligation d'être de votre époque.
Jean-Michel Le Boulanger est un auteur universitaire et homme politique qui a donné aux éditions Dialogue un livre absolument nécessaire pour une France de la diversité. Dans cet entretien accordé à Charles, il sera question de diversité, d'altérité, d'identité, de laïcité et même de Charles Trenet. Jean-Michel Le Boulanger, bonjour. Bonjour. Quand on marche dans la rue, quand on voit jouer l'équipe de France de foot, quand on examine la liste des prix Nobel français, quand on considère l'histoire industrielle de notre pays, on le constate, la diversité de nos origines est partout. Pourquoi vous a-t-il semblé nécessaire de publier un manifeste pour la France de la diversité ? Elle est partout, la diversité, mais elle n'est pas partout reconnue à sa juste valeur. Et c'est un des grands problèmes, je crois, de l'histoire de la France. La France est une et indivisible, on le sait, depuis la Révolution française, et elle a construit son unité et son indivisibilité sur un troisième principe qui n'est pas constitutionnel, mais qui est très prégnant dans toutes les politiques depuis plus de 2 siècles, c'est l'uniformité. On a une France une, indivisible et uniforme. Et au nom de l'uniformité, on a gommé tant et tant de différences. L'histoire de la Bretagne le montre, l'histoire des colonies le montre. Alors, vous employez dans votre ouvrage à plusieurs reprises les termes égal, dignité de toutes les formes de culture, et pas ceux égalité des cultures. C'est-à-dire que les cultures sont inégales. Je ne sais pas mesurer une culture par rapport à une autre. Je ne sais pas mesurer une civilisation par rapport à une autre. Et je vous renvoie à un des grands débats de l'histoire de notre Parlement, un grand débat qui opposait Ferry et Clémenceau, je crois qu'on est en 1885, où justement Clémenceau répondait à Ferry qui lui disait qu'il y avait des cultures et des civilisations supérieures à d'autres. Clémenceau qui répondait qu'il ne savait pas mesurer. Il disait Confucius inférieur. Comment peut-on mesurer ces choses-là? Par contre, l'égale dignité des cultures, l'égale dignité de ceux qui portent des formes de culture, ça c'est un principe qui devrait être intangible. Parce que si l'on établit une hiérarchie à ce moment-là, on établit aussi une hiérarchie entre les locuteurs ou entre les personnes. Alors on entend bien l'universitaire géographe de formation que vous êtes. Vous êtes aussi politique, puisque vice-président de la région Bretagne. Dans Le Monde de mardi, avant-hier donc, Madame Le Pen, dans son discours de Fréjus, que rapporte donc le journal, le quotidien Le Monde, dit, je cite, « Oui au multiculturalisme au niveau de la planète, non au multiculturalisme dans un seul pays. Son discours est-il biaisé? Et si oui, en quoi ?» À mes yeux, là c'est la subjectivité évidemment de chacun. À mes yeux, son discours est bien plus que biaisé. Je pense que le discours du Front National est une véritable imposture. Parce que le Front National dit défendre les Français. C'est même son slogan. Protéger les Français, défendre les Français. Mais son discours de stigmatisation, son discours de haine, souvent, son discours de refus de l'autre, au XXIe siècle, qui construit de la haine, construit immanquablement de la violence. L'histoire le montre. Regardez 1961, combien d'Algériens dans la Seine. Regardez toute notre histoire et toujours ce discours de l'extrême droite qui a refusé toutes les vagues d'immigration qui ont pourtant enrichi la France. La France est multiculturelle de fait et a du mal à assumer cette multiculturalité. Et le Front National, en la matière, porte une responsabilité, à mes yeux, extrêmement forte. Charles Trenet chante Douce France, cher pays de mon enfance, me souviens. Est-ce que cela veut dire que notre pays est celui de notre enfance? Douce France. La grande différence et la grande évolution que l'on a maintenant, c'est que nous pouvons avoir en nous plusieurs territoires. Parce que les hommes, la société française le montre, bougent plus que jamais dans l'histoire. Bref, on va d'une certaine manière aujourd'hui plus que jamais être déterritorialisé et être géographiquement pluriel. Nous nous retrouvons à présent à la librairie Dialogue, auprès d'Anaïque, qui a sélectionné pour nous quelques coups de cœur de littérature policière, comme elle sait si bien le faire. Parmi ceux-là, Marée d'équinoxe, qui je crois t'avait séduite. Absolument, Caroline. Après 2 ans d'attente, nous retrouvons les auteurs de Marée d'équinoxe, les Suédois Silla et Rolf
Burgerlind, avec leur nouveau roman qui s'appelle 5 lames d'acier. Nous retrouvons Olivia Running, qui était à l'époque de Marée d'Équinoxe étudiante à l'école de police et qui avait rouvert un cold case concernant une enquête qui n'avait jamais été résolue. Ce qu'elle ne savait pas à l'époque, c'est qu'elle ouvrait une boîte de Pandore, sachant que ce cold case était lié à sa propre histoire. Nous retrouvons donc Olivia dans 5 lames d'acier, de retour d'un voyage au Mexique, dans lequel elle a retrouvé ses origines. À peine de retour, elle est confrontée au suicide de son voisin, qui a lieu dans des conditions plus que troubles. De nouveau, une enquête haletante, originale, avec des personnages très attachants et vraiment particuliers. Ton deuxième livre s'intitule Bondrée. Absolument, Caroline. Alors, j'ai découvert Bondrée de l'auteure québécoise Andrée Michaud. Bondrée est le nom donné à une petite station de vacances bordée d'un lac et entourée de forêts à la frontière du Maine et du Québec. Ce petit paradis va perdre de son indolence saisonnière car une jeune fille est retrouvée morte, prisonnière d'un piège de trappeurs. Ce thriller à l'atmosphère oppressante m'a rappelé Seul le silence de Roger John Ellory que nous avons adoré il y a quelques années. Ton troisième livre est un roman en format de poche. Absolument. Il s'intitule Tu tueras le père de Sandrone Dazieri, un premier roman d'un Italien. Le père, dans Tu tueras le père, incarne un ravisseur d'enfants. Dante Torre, un des protagonistes de l'enquête, est une de ses victimes. Il a été surnommé par les journalistes à l'époque l'enfant au silo. Il s'en est sorti, mais souffre de nombreuses séquelles, notamment psychologiques, qui lui ont donné énormément d'empathie. Et c'est pour cela qu'il est sollicité dans les enquêtes d'enlèvement d'enfants. La seconde personne qui va intervenir officieusement sur l'enquête est une commissaire en convalescence, le commissaire Colomba Caselli. Ce duo atypique va se révéler redoutable. Sueur froide garantie alors. Absolument. Merci Anaïque. Avec plaisir, Caroline. Cette émission touche à sa fin. Je vous remercie de l'avoir suivie et je vous dis à bientôt au mois de décembre. Thank you.